Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Le destin vous a confié un nom qui a traversé le temps, Pinder. Vous avez ainsi décidé de continuer à faire briller des étoiles sur la piste d'un cirque où il n'y a plus d'animaux, mais des artistes qui travaillent comme des bêtes. Bonjour Alexandre Edelstein. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation, monsieur Pessis. Écoutez, vous avez repris le cirque Pinder et on va en parler justement avec une tournée qui commence à Rennes, je crois le 13 février, des spectacles à Paris qui ont affiché complet, et c'est un pari qui mérite d'être signalé. Et puis le cirque Pinder, c'est une légende, et le principe des clés d'une vie, c'est d'évoquer un parcours. On va évoquer celui du cirque Pinder à travers vous. Et la première date que j'ai trouvée, alors c'est un jour funeste, le 16 juillet 1928, le cirque Pinder est vendu aux enchères. La première vente aux enchères, en effet, suite à la famille Pinder, puisque les Pinder ont monté leur cirque, qui s'appelait d'ailleurs pas, c'était pas tout à fait un cirque au départ, c'était plus un théâtre autour de l'art équestre. C'est né en 1854 en Angleterre. Les deux frères Pinder, George et William, qui ont monté en quelque sorte l'institution qui est Pinder aujourd'hui. Ils ont commencé les tournées, ça s'appelait d'abord le cirque Britannia, et c'est devenu Pinder que plus tard, avec les enfants. Donc cette date, c'est la date où ils ont ensuite laissé en quelque sorte le cirque Pinder à un repreneur. Ce repreneur qui était nul autre que Charles Spiesser, on en parlera juste après. Voilà, il se trouve que le premier chapiteau, c'est étonnant, c'était le morceau de voilure d'un bateau. Tout à fait, c'est ça. En fait, ils ont récupéré, c'est pour ça que ça s'appelait le cirque Britannia, puisque le bateau était le Britannia. Voilà. Transformer une voile de bateau en chapiteau, c'est pas évident. Eh ben non, c'est pas évident, et c'est ce qu'ils ont fait. En tout cas, c'est ce qui leur a permis de démarrer les tournées. Ils ont donc confectionné ce chapiteau un peu à la va-vite, et ça a permis en tout cas de commencer à faire naître le rêve finalement. William et George Pinder aussi, ils étaient des écuyers spécialistes de la voltige à cheval. C'est ça, tout à fait. En fait, ils étaient passionnés d'art équestre. C'est pour ça qu'ils ont vraiment apporté l'art équestre dans ce, on va dire, dans ce théâtre ambulant, parce que c'était vraiment ça au départ. Et c'est aussi pour ça que c'est devenu un cirque au fur et à mesure, puisqu'ils ont su allier le théâtre et l'art équestre dans un premier temps. Il y avait un côté capitaine fracasse au début sur les routes. Exactement. Alors il faut savoir qu'il n'était pas le seul, car les cirques britanniques du début du 19e siècle sont dirigés par des écuyers qui sillonnent le royaume. Et le plus célèbre, c'est Philippe Astley, qui a donné des représentations à Londres en 1801 et qui était à l'origine de la piste circulaire. Exactement, c'est ça. Il a créé l'amphithéâtre, qui est la première piste fixe de l'histoire. C'est ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, les pistes de cirque, celles qui présentent, parce qu'on a toujours eu des cavaleries à travers le temps au cirque, et c'est pour ça que la piste est ronde et fait 13 mètres de diamètre. Oui, le diamètre est le même pour tout le monde. Exactement, c'est ça. Alors il se trouve qu'après l'Angleterre, il y a d'autres pays, ils vont aller aux Pays-Bas et ils vont aller en France ensuite. Pourquoi avoir quitté l'Angleterre ? Eh bien, je pense qu'ils avaient un petit peu cet appel, on va dire, ils avaient peut-être ce goût de l'aventure, de traverser la Manche, donc en 1868, si je vous dis pas de bêtises, pour cette première tournée française. Et puis ils ont vu surtout qu'en France, il n'y avait pas encore beaucoup de cirques, donc le succès a été immédiat. Et c'est pour ça que rapidement derrière, ils ont décidé de passer en France à 100%. Oui, finalement. Je crois qu'ils ont commencé à Pau, en Vendée, dans le Nord. Enfin, ils écumaient la France à une époque où les déplacements n'étaient pas faciles. Exactement. Ils étaient ambulants. Ils faisaient avec les moyens de l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait des petits camions ou des petites charrettes pour des petites charrettes surtout, oui, c'est ça, absolument. Et finalement, les déplacements sont complexes, mais le résultat est là. Et les enfants de William vont se fixer en France très rapidement. C'est ça. C'est pour ça que derrière, ils se sont sédentarisés en France. Alors, ils se sont installés dans le Tarn-et-Garonne, à Lavilledieu du Temple. À l'époque, je crois qu'il y a 880 habitants. Aujourd'hui, il y en a 3000. C'est vraiment minuscule. C'est minuscule. En tout cas, c'est le départ. C'est comme ça que l'histoire se fait. Il faut bien un point d'ancrage et ils ont choisi ça pour commencer. Et à l'époque, je crois, Alexandre Edelstein, qu'il y a les éléphants sont légendaires. Tout à fait. Le public vient voir des animaux. En tout cas, c'est ce qui fait déplacer les foules à l'époque. Un cirque était un événement dans les villes. Il faut bien se remettre dans le contexte. À l'époque, les divertissements étaient moins nombreux, en tout cas. Et quand un cirque venait dans une ville, c'était un petit peu l'événement de l'année. Et donc, les gens venaient voir un spectacle complet et avec des animaux, et notamment les éléphants qui étaient iconiques. Voir des énormes pachydernes proches et qui viennent près de chez vous, c'était pas à la portée de tout le monde à l'époque. Donc, c'était vraiment un événement. Et il y a eu aussi un événement, c'est un film culte.
sous le plus grand chapiteau du monde de Cécile B2000. Vous l'avez vu, Alexandre Bien Delsteen? sûr, je l'ai vu plusieurs fois quand j'étais petit, notamment. Un film qui forcément a fait beaucoup de bien au cirque, puisqu'il y a eu beaucoup d'entrées à l'époque. Et c'était un film qui représentait un petit peu cette vie itinérante. Et c'est le plus grand chapiteau du monde, c'est le cirque Barnum. Voilà, c'est Phileas Barnum qui avait créé un chapiteau. Exactement. C'est ça. Et c'était le premier à avoir vu les moyens colossaux que pouvait entraîner le cirque. C'est ça. C'était un peu les précurseurs, en tout cas, du cirque traditionnel avec les animaux, comme on l'a vu pendant longtemps. Voilà. Et les monstres humains, ce qu'on a un peu oublié. Oui, tout à fait. Il y avait ça aussi. Ça c'était propre, du coup, à Monsieur Barnum qui avait fait ça avec un petit peu ses curiosités. C'était un peu une comment dirais-je, une ressemblance avec les cabinets de curiosité, mais façon cirque. Voilà. Alors, ce qui est étonnant, c'est quand même que ce cirque ait évolué, parce qu'il y a eu en France la guerre de 1870, celle de 1914, et le cirque Pinder a résisté à Alexandre Delsteen. Toujours, le cirque est passé par de nombreuses épreuves, nombreuses crises, notamment les 2 guerres mondiales. Il y a d'ailleurs une anecdote sur la seconde avec les convois. On en parlera tout à l'heure au fur et à mesure de la chronologie. Charles Spiesser, qui était le repreneur du convoi suite au Pinder, qui était passionné de mécanique, a complètement revu le parc des camions, convois, etc. pour faciliter le déplacement, parce que le cirque était peut-être un peu vieillissant sur ce côté-là. Et passionné de mécanique, il a notamment racheté les camions des GIs qui avaient laissé leur convoi, parce que c'était compliqué de les ramener aux États-Unis. Donc ils avaient laissé ça en France, et finalement les camions militaires sont passés sous les pinceaux rouges et jaunes et sont devenus des camions Pinder. Et donc ça faisait un énorme parc automobile. C'est vraiment ancré dans l'histoire de France, finalement. Il faudra que Charles Spiesser il reprend ce cirque, parce que le cirque est un dépôt de bilan pratiquement. C'est ça. Et en tout cas, il passait par une mauvaise passe, et les Pinder ne savaient peut-être pas, en tout cas la génération, les enfants de William et George n'avaient pas peut-être pas saisi le bon bout à ce moment-là, et il fallait peut-être une nouvelle vision, et c'est pour ça que Charles Spiesser a bien réussi. Je crois qu'il descendait de forains hongrois. C'est ça, exactement, c'est ça. Et puis, alors lui, il va proposer des spectacles évolutifs, c'est les bases du cirque d'aujourd'hui. C'est ça. Déjà, sur des grands numéros, il a vraiment fait de Pinder, on va dire, un spectacle incontournable, avec de gros numéros, avec de belles attractions à l'affiche, toujours en variant. Et puis surtout, il est précurseur de tout ce qui est Pinder au RTF, Pinder au niveau des médias. On va en parler. Mais il y a justement quelque chose d'étonnant, c'est qu'on voit des affiches des années 40-50, le cirque Pinder propose en première partie des chanteurs. Oui, absolument. En amenant des vedettes sur la piste, et notamment on a des affiches où on voit franchement Gloria Lasso, ou encore Luis Mariano qui se produisait sur scène à l'époque de Charles Spiesser. Oui, alors il se trouve qu'il y a aussi Charles Trenet qui s'est produit. Oui. Je connais l'affiche. Luis Mariano, c'était un succès, mais Gloria Lasso, ça n'a pas été un gros succès. Ça n'a pas été un gros succès, en tout cas elle a été sur l'affiche, et ça fait partie de l'histoire. Donc, mais c'était vraiment la volonté de Charles Spiesser de... À l'époque, il fallait aussi renouveler le cirque, parce que c'était pas un art qui était d'hier. Donc, il fallait proposer de nouvelles choses. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. On essaie toujours de surprendre au cirque, d'apporter de la nouveauté. Tino Rossi aussi a fait un gros succès. Oui. C'était en plus l'époque où il n'était plus un séducteur, mais il avait un immense succès auprès des femmes encore. Et sur scène, les gens reprenaient en chœur les chansons. C'est ça. Alors il se trouve en plus que le cirque s'installe dans un lieu très précis, près de Tours, à Chanceau-sur-Choisille, qui est près de Chanceau, près de Loches, où Gonzague Saint-Brice organisait sa forêt des livres, qui est une autre forme de cirque. Et c'est la première fois qu'un cirque s'installe comme ça dans un lieu pour que tout soit conservé. C'est-à-dire que Pinder était déjà, comme on le disait, sur un certain niveau de matériel et de logistique. Il fallait bien un endroit pour pouvoir éventuellement réparer ou stocker des camions qui étaient plus en capacité de prendre la route. Et puis ça faisait aussi partie de l'histoire. C'est compliqué de se séparer du matériel quand il a fait... C'est toute une histoire, le cirque. Chaque convoi, chaque camion, chaque matériel, chaque chapiteau, parce qu'il n'y a pas eu qu'un chapiteau aussi. Tout ça fait partie de l'histoire. C'est un peu compliqué de s'en séparer. Oui. Alors, on parlait des chanteuses, mais je ne sais pas si vous savez quelle est la première chanteuse qui s'est produite dans un cirque. C'est elle, Yvette Guilbert. Madame Arthur est une femme
et qui fit parler. Et pourquoi? Parce que Joseph Euler, qui a créé le Moulin Rouge, a créé à Paris le Nouveau Cirque, qui était un lieu où il y avait piscine l'été et cirque l'hiver, avec des sièges qu'on enlevait comme dans les Zéniths aujourd'hui. Et il a pris une chanteuse qui débutait, que personne ne connaissait, Yvette Guilbert, qui est devenue culte ensuite, et c'est elle qui a fait l'ouverture de ce Nouveau Cirque, qui était à Paris. Nouveau Cirque qui a été un lieu où se sont produits également les clowns les plus célèbres du monde, Foutit et Chocolat. Absolument, Foutit et Chocolat, oui, tout à fait. C'est vrai qui ont eu un film d'ailleurs assez dernièrement, oui, dernières années, c'est ça. Exactement. Mais c'est vrai que le cirque, dans les années 1900-1920, prend beaucoup d'importance, même en France, à Paris. Ce Nouveau Cirque, ça a été un événement. Absolument. Mais le public était toujours à la recherche de spectacles. Et comme je vous le disais à l'époque, le divertissement est pas comme aujourd'hui. Il y avait, c'était assez limité. Donc le cirque était vraiment un événement. En effet. Et puis, vous l'avez dit, le cirque s'est ouvert aux médias. Ça a été aussi un changement important. Et on va évoquer cet événement à travers une autre date, le 11 janvier 1956. À tout de suite sur Sud Radio avec Alexandre Edelsen. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Alexandre Edelstein, qui a repris le cirque Pinder et qui le développe. On va en parler tout à l'heure avec ce retour en 2025. Et puis, on a évoqué les débuts du cirque Pinder lointain en Angleterre, son arrivée en France. Et le 11 janvier 1956, c'est la première de cette émission de télévision. La marche de la piste aux étoiles, c'est culte encore aujourd'hui. C'est culte, et puis je veux vous dire, on débute toujours notre spectacle avec cette musique iconique, parce que avec ce son, on sait, c'est indéniable que nous sommes au cirque. Exactement. Voilà, c'est ça. Alors au départ, l'orchestre qui dirige celui de la piste aux étoiles, c'est Fred Addison, qui a été une star des années 30 avec son orchestre. Ensuite, c'est Bernard Hilda qui l'a repris. Sa sœur Irène Hilda était une chanteuse à la mode. Et pendant 20 ans, il a dirigé l'orchestre de la piste aux étoiles, mais de dos. C'est-à-dire que c'est assez étonnant. Il faut pouvoir gérer, parce que c'était vraiment un spectacle live, hein. Donc faut pouvoir gérer les musiciens en même temps que le spectacle se déroule. C'était un spectacle vivant, vraiment au niveau du son et au niveau de la mise en scène. Donc il y a une véritable gestion à avoir sur les musiciens en live. La piste aux étoiles, c'est la première émission de télévision sur le cirque. Et comment le cirque Pinder s'est retrouvé associé à cette émission, Alexandre Edelstein? Alors il y a eu plusieurs choses. Charles Spiesser, comme je vous le disais, qui était très à même avec les médias, qui voulait vraiment moderniser le cirque. Et c'est pour ça il y a également eu Pinder au RTF. Il était nécessaire pour le public de voir du cirque. Et donc l'émission de télévision, la piste aux étoiles, a vraiment permis, en tout cas pendant ce temps-là, de ramener les gens sous les chapiteaux de cirque et de faire profiter en même temps à ceux qui n'avaient pas forcément les moyens ou voilà la possibilité d'aller au cirque, de voir du cirque à la télévision. Et ça a contribué vraiment à, on va dire, à la notoriété Pinder, puisque la piste aux étoiles se filmait aussi au Cirque d'hiver, chez les Bouglione, mais également dans les chapiteaux itinérants. C'était présenté aussi par Roger Lonzac. Oui. C'est un grand nom du cirque également. Et en fait, tous ces spectacles-là, c'était les gros spectacles de cirque qu'on allait filmer. Et donc, c'est pour ça que Pinder ne pouvait pas passer à travers cette émission culte, tout simplement. Et en même temps, ça a mis un terme à une légende, parce que pendant des années, le football n'a pas pu être diffusé à la télévision parce que la fédération estimait qu'il n'y aurait plus personne dans les tribunes. Le théâtre, quand Au Théâtre ce soir a commencé, il y a eu des plaintes en disant mais les théâtres vont être vides. Ça a été exactement le contraire. Et ça a été la même chose pour le cirque. Ça, exactement. Alors, il se trouve que cette émission est diffusée le mercredi soir, un mercredi sur deux, pour une raison, c'est que le jeudi est un jour de congé des élèves à l'époque. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que Gilles Margaritis a été le père de cette émission. Alors, on a oublié qui était Gilles Margaritis, mais je ne sais pas si vous le savez, il a créé avec son ami Roger Caccia un numéro qui s'appelle les Chesterfolies, les Chesterfield. Vous connaissez ce numéro? Alors, j'en ai entendu parler. Je l'ai pas en tête, mais j'en ai entendu parler. Oui, tout à fait. Alors, je vous le conseille parce que c'est un des numéros les plus drôles. D'ailleurs, les Américains l'ont plagié. Il est un faux conférencier avec un violoncelle. Roger Caccia, qui a été dans les Branquignoles, à un harmonium, et
la conférence commence, n'aura jamais lieu, parce qu'il se passe toujours quelque chose à l'harmonium. Et ça finit par une explosion générale et la disparition des comédiens. Ouais, c'est ça. Et ce numéro a été joué dans le monde entier. Tout à fait. Au cirque, il a toujours été important avec le public de faire rire les gens, en fait. Les gens venaient pour s'amuser. Donc il était obligatoire d'avoir des numéros comiques, et c'est pour ça que le clown est si iconique, en tout cas sous les chapiteaux de cirque également. Alors, c'est Pierre Tchernia qui réalise l'émission, on l'a un peu oublié. Pierre Tchernia qui est d'ailleurs avec Gilles Margaritis dans une parodie des Trois Mousquetaires, que vous connaissez peut-être, s'appelle Les Quatre Mousquetaires, un film burlesque à la télévision, totalement délirant et oublié aujourd'hui. Ouais. Absolument. Avec une Milady qui traverse un décor en carton-pâte sans y arriver parce qu'elle est trop grosse. Enfin, c'est hallucinant. Et Tchernia, il va reprendre la production, car Gilles Margaritis disparaît très jeune, en 66, avec Hélène Margaritis, et ça, il va sauver la piste aux étoiles. Oui, absolument. Oui, parce que c'est forcément... à l'époque, Gilles Margaritis avait quand même cette célébrité qui lui collait à la peau, et donc ça a permis aussi tout à fait de relancer un petit peu l'émission. Et puis le rythme est important, car il y avait 25 numéros dans chaque émission, 23 numéros, et chacun était vraiment rythmé. Et ça, à l'époque où il n'y avait pas de zapping, le rythme était très important pour la piste aux étoiles. Tout à fait, c'est comme au spectacle vivant. Je pense qu'à la télévision, c'est la même chose. Il ne faut pas que le public s'ennuie. Donc il faut que le rythme soit soutenu, il faut que les numéros s'enchaînent, il faut que tout soit coordonné pour conserver le spectateur, l'attention du spectateur. Dans un chapiteau de cirque, c'est peut-être plus simple parce qu'ils sont là. Mais à la télévision, il faut pouvoir transmettre les émotions un peu de la même manière, mais à travers l'écran. Et le rythme de chaque numéro au cirque est essentiel. Essentiel, absolument. Et ça, c'est un immense travail en coulisses. C'est un gros travail. Les hommes de l'ombre, ce qu'on appelle plus communément les pistards, ceux qui organisent finalement le matériel des artistes et qui permet ces transitions dans le noir pendant que le public est attiré sur un autre élément du spectacle, notamment Monsieur Loyel, qui intervient souvent sous les chapiteaux de cirque pour détourner l'attention. Ce sont des éléments essentiels au spectacle. Alors, il se trouve que il y a eu le plus grand cabaret du monde où on a vu des numéros extraordinaires avec Patrick Sébastien qui trouvait dans le monde entier, mais à l'époque ça se passait autrement. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y avait un collaborateur de Gilles Margaritis qui s'appelait Franco Medini, qui avait des contacts avec tous les lieux parisiens où il y avait des artistes de cirque qui venaient passer quelques semaines parce que Paris était le centre du monde, et avant de repartir, il faisait l'émission pour un prix dérisoire, mais il passait à la télé. D'accord. Okay. Et c'est comme ça que les plus grands numéros ont été tirés du Lido, du Moulin Rouge, des Folies Bergères ou du Crazy Horse. Aujourd'hui, il n'y a plus que le Moulin Rouge, donc ce système ne pourrait plus être possible. Et puis, il y a Roger Lanzac, donc présentateur mythique, de 62 à 78. Il a été un chanteur d'opérette aussi. Et on sentait qu'il était fait pour le cirque, qu'il aimait le cirque. Absolument. Il a eu son cirque d'ailleurs après ça. Oui. Donc c'était vraiment... de toute façon, c'est une voix iconique. On l'entend, Roger Lanzac, c'est quand on voit ses émissions. Qui de mieux que lui pour présenter cette émission mythique, cette voix qui résonne quasiment en coordination avec l'entrée, la musique d'entrée de la piste aux étoiles. Voilà. Qu'on a entendu tout à l'heure. Et après, il a animé Télédimanche et le Jeu de la chance, et c'est lui qui a été le premier à interviewer Mireille Mathieu et Georgette Lemaire, quelques années plus tard. Et puis, il y avait des clowns célèbres, Alex et Francini. Alex et Francini, oui, tout à fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces clowns, mais toutes les semaines, ils faisaient un numéro et ils surprenaient ou le public ou le spectateur. Ouais, alors j'ai moins de souvenirs et d'images de ces clowns-là. Ça remonte un petit peu, mais il y a des extraits en effet de leurs entrées, de leur... Et moi, j'ai connu Francini, qui est devenu acteur ensuite, qui a créé une école de théâtre et de clown. Et Francini, il avait une expression que tous les enfants de l'époque reprenaient, c'est « qu'est-ce que ça que c'est ?» Tout à fait. Et dans les écoles, dans les lycées, on se disait, après la Piste aux étoiles, « qu'est-ce que ça que c'est ?» C'est ça. Et puis Zavata aussi a été important dans le parcours. Très important, très important. Un clown et un directeur de cirque d'ailleurs aussi. Mais c'était aussi, ça a été l'un des plus grands clowns, Achille Zavata. Il est issu d'une famille de cirque et en fait, il savait tout faire. Il est devenu clown, mais c'était un superbe artiste. C'était Achille Zavata, vous lui demandez de faire des équilibres, une pirouette, un salto, il faisait tout. Voilà. C'était vraiment un homme à tout faire. Et
Et le clown, c'est peut-être l'art le plus compliqué finalement, parce que trouver la façon de faire rire les gens, revoir, inventer des mises en scène humoristiques, c'est pas évident. Et lui avait cette facilité, en tout cas, de capter et de faire rire les gens, quoi. Voilà. Il y a beaucoup de cirques Zavata parce qu'il a eu beaucoup de descendants. Voilà. Et la famille Falk a changé le nom de son établissement. Le cirque Achille Zavata fils est devenu le cirque de la Piste aux Étoiles en 2009. Oui, tout à fait. Donc c'est la transmission. Alors, il y a quand même une chose étonnante, c'est que à cette époque-là, le risque était grand parce que les moyens de sécurité n'étaient pas ceux d'aujourd'hui, Alexandre Edelstein. Non, c'est sûr, c'était différent, très différent. Comment on faisait ? À vrai dire, je pourrais pas vous dire, mais en tout cas aujourd'hui, c'est bien plus, sans doute bien plus compliqué qu'à l'époque. Il y avait des choses qui étaient, c'était un autre temps. Voilà, on pouvait très bien avoir un accident qu'on n'a plus aujourd'hui parce qu'il y a d'autres moyens de sécurité. Absolument, que ça soit au niveau des artistes, absolument, tout à fait. Et puis il y a eu également quelque chose qui a lancé le cirque, c'est le Radio Circus. Avec cette fois-ci, je crois que c'est Alexis Grus au départ qui l'a lancé. Sans doute. Voilà, c'est Louis Merlin qui était directeur de Radio Luxembourg, passionné de cirque, qui a eu cette idée. Et c'était la première fois qu'il y avait des émissions de radio qui étaient enregistrées comme le Qui tout double avant le spectacle de cirque. Et ensuite, il y a eu un événement qui existe toujours aujourd'hui, qui est le festival du cirque de Monte-Carlo, voulu par le prince Régnier. Et là aussi, c'est quelque chose d'important. Tout à fait. La réunion en fait des plus grands numéros de cirque et où les grands patrons de cirque étaient conviés pour primer des numéros et les récompenser, qui derrière leur permettait aussi d'avoir sur leur CV d'artiste finalement une belle notification et qui leur permettait de faire les plus grands cirques du monde. Oui, c'est les Césars du cirque. Exactement, en quelque sorte. C'est ça. Et le monsieur loyal à l'époque, c'est Sergio, qui a été un monsieur loyal très précis. Et moi, je me suis un peu renseigné pourquoi ça s'appelle monsieur loyal. Parce que c'était la famille Loyal qui avait Anselme Pierre Loyal, voilà. Le premier, qui était sellier et artificier chez les Franconi à Lyon. Voilà. Et c'est resté. C'est resté. C'est le fou, nom de hein. Monsieur Loyal est resté alors que c'était un nom de famille. Exactement. Et la famille Loyal, d'ailleurs, il y a des descendants encore aujourd'hui qui font du cirque. Voilà. Eh ben, il y a eu d'autres personnes qui sont ensuite occupées du cirque Pinder et on va aller vers une autre date, le 14 octobre 1967. À tout de suite sur Sud Radio avec Alexandre Edelstein. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Alexandre Edelstein. Vous avez repris le cirque Pinder, on parlera tout à l'heure de ce retour. On en revient au passé, on a évoqué les débuts du cirque, on a évoqué la piste aux étoiles. Et le 14 octobre 1967, un nouveau Maigret à la télévision et il va être très lié au cirque. Jean Richard devient commissaire Maigret dans un premier épisode, Cécile est morte. Il est content de faire ça, mais je crois que depuis toujours, sa passion, c'est le cirque. Absolument. En tout cas, il a une attache avec ce milieu. Il en est passionné et c'est son arrivée en tant qu'acteur qui va propulser un petit peu son ambition de devenir directeur de cirque aussi. Oui, parce que il va gagner pas mal d'argent. C'est ça. Et il va le réinvestir dans le cirque. En fait, sa passion, je ne sais pas si vous le savez, elle est née à 5 ans. Il était à Niort, dans une fête foraine. Il voit le cirque, il est fasciné. Et le soir même, il va rentrer chez lui. Il va construire un cirque miniature qu'il va mettre dans une valise et qu'il ne va plus le quitter pendant son enfance. D'accord. C'est Okay. fou, hein. Donc, et un jour, il se dit, je vais créer un cirque. Et je crois que ça a commencé à Ermenonville. Je ne sais pas si vous connaissez le cirque, enfin le lieu Ermenonville. Bien sûr, tout à fait. Qui existe encore d'ailleurs. Bien sûr. Et il a fait construire au départ, Jean Richard, un terrain. Il y avait une ménagerie avec des animaux exotiques ou des animaux blessés ou abandonnés. C'est ça. Et ça, c'était immense d'ailleurs. C'était immense. Et quand moi, je suis allé un jour là-bas, jeune journaliste, j'ai été invité, il y avait des cerfs, il y avait un ours, un kangourou, il y avait un lama et des chameaux. Et tout ça vivait parfaitement à 20 km de Paris. C'est ça. Et je crois que ce lieu a été inauguré par Michel Morgan. Et c'est devenu un lieu très fréquenté. Et puis donc il crée son premier cirque, Jean Richard, et il reprend au départ, je ne sais pas si vous le savez, Alexandre Edelstein, des premiers numéros de cabaret qu'il a fait sur Champignol, et il dompte un lion le soir dans la cage. C'est ça. Bon, il avait une affection particulière pour les félins et pour les animaux sauvages au cirque, Jean Richard. C'était une passion, en plus du cirque, c'était une passion de présenter des animaux sauvages sur scène. Oui, mais dompter un lion quand on est comédien, c'est pas évident. Absolument. Il a eu ses lions
lions, il en a eu présenté un petit peu, ouais, tout à fait. Et c'était compliqué, c'est toujours été compliqué de dresser des lions. Compliqué, c'est une chose, et puis après, la dangerosité de l'exercice mérite un chapeau bas, hein, parce que Jean Richard est rentré sans aucune crainte avec ses animaux sauvages. Complètement. Et il était même heureux de faire ça. Et il y avait aussi un numéro avec 3 éléphants d'Asie qui étaient comme des petits chiens. Oui, alors des gros petits chiens du coup, hein, Oui. sur le coup, parce que les éléphants, c'est assez impressionnant. Ces animaux sont spectaculaires. Sur une piste de cirque, je pense que les gens auront du mal à imaginer qu'il y ait pu en avoir 3, 4, 5, 6 sur scène à une époque. Et puis, alors, il va créer son propre cirque, et puis il va reprendre Pinder. Comment c'est arrivé, ça? Oula, comment c'est arrivé? Est-ce que c'est le moment peut-être de parler de commencer de parler de ma famille, puisque... On va parler aussi, justement, au départ, il a engagé un collaborateur qui est votre grand-père. C'est ça, qui était mon grand-père, ouais, tout à fait, qui a commencé à travailler, mon grand-père qui était un restaurateur sur Lyon. Hein, à la toute base. Je ne sais pas si on en parle maintenant ou si on en... mais on va en parler. On peut commencer à en parler. Et il se trouvait qu'il était propriétaire d'un restaurant qui fermait très tard sur Lyon. Oui. Ce qui permettait aux artistes qui finissaient tard dans les studios d'aller se restaurer après leur tournage. Et c'est un certain André Villard qui connaissait bien Jean Richard, qui un jour connaissait mon grand-père, qui l'amène dans son restaurant, et c'est là que la rencontre se fait. Et Jean Richard a ambitionné de monter son cirque. Voilà, parce que c'est Gilbert Edelstein, votre grand-père, était passionné de cirque. Il était, je crois, au départ, il venait d'une famille de tissus. Exactement, il était dans le textile, ses parents étaient dans le textile, donc rien à voir avec le cirque. Et en fait, il a découvert un petit peu le cirque grâce à Jean Richard aussi. Et il avait ce restaurant, il y avait 2 restaurants en France pour les tournées. Il y avait ce restaurant à Lyon, le Prieuré, je crois. La Cruche. La Cruche, oui, la Cruche. Et il y avait chez Gu, à Aix-en-Provence, où dès qu'il y avait une tournée, on s'arrêtait chez Gu à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. C'était les 2 restaurants célèbres. Et donc, ce restaurant a ouvert, et en même temps, il est passionné de théâtre et de cirque, votre grand-père. Il s'en passionne en tout cas assez rapidement. Il est propulsé dans cet univers par des personnes du showbiz, et qui sont aussi liées dans ce secteur-là. Et donc, il s'en passionne très rapidement, forcément. C'est-à-dire Jean Richard va décider qu'il va travailler avec lui. Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il va se passer que Jean Richard lui propose un poste de responsable des concessions, c'est-à-dire toutes les ventes annexes qui sont autour du cirque. Et mon grand-père était un très bon commercial, un très bon... il savait vendre. C'était vraiment inné chez lui. Et donc, Jean Richard va se rapprocher de lui pour tout ce qui est organisation de ce côté-là. Oui, parce que c'était pas son truc à lui, et ça l'a beaucoup aidé. C'est-à-dire que quand il a repris le cirque Pinder, ça l'a aidé. Eh bien, en fait, le cirque Pinder, ça a été aussi aiguillé par mon grand-père, parce qu'à la base... Ça s'est passé comment? En fait, d'abord, le cirque Jean Richard a été monté, il était dans l'affaire, il était plusieurs collaborateurs avec Jean Richard. Et Pinder était donc sur le déclin avec la famille Spiesser. Pareil, quand Charles a laissé place à ses enfants, je sais même plus s'il n'était pas décédé, même au moment où ça s'est vendu, oui. hein, je crois bien. Donc Pinder était perdait un petit peu, on va dire, en fougue, et en fait finalement il se retrouve à être vendu, et mon grand-père dit à Jean Richard que c'est l'opportunité à saisir, quoi. Pinder, c'est un nom mythique, et donc par ce biais-là, Jean Richard décide, bien aiguillé par mon grand-père, de racheter Pinder, qui devient Pinder Jean Richard. Bien sûr. Alors, il se trouve qu'en 69, il avait créé son propre cirque, il avait déjà acheté des camions, il y avait déjà quelque chose. Et s'était entouré même de personnes du monde du cirque, notamment la famille Grus qui l'a beaucoup aidé sur le départ. Alexis Grus l'a aidé au départ en lui prêtant un chapiteau même au départ, et ensuite Jean Richard vivait passionnément ce métier. C'est ça. Et votre grand-père est arrivé là-dedans, et petit à petit, ça est devenu l'homme de confiance de Jean Richard. C'est un peu ça, un peu le bras droit qui l'a aidé sur le côté gestion ensuite, et surtout sur la partie vente annexe, qui est très importante dans le monde du spectacle. Parce que finalement, aujourd'hui, on voit des produits dérivés dans les concerts avec les artistes qui vendent des t-shirts. Finalement, Jean Richard et votre grand-père ont été le premier à faire ça. Exactement, c'est exactement ça. Il fallait développer en tout cas la marque Pinder, il fallait la véhiculer. C'est pour ça qu'elle a autant de notoriété aujourd'hui dans notre pays. C'est parce qu'il y a eu plein de petites déclinaisons, et qui permettaient aussi aux gens de connaître Pinder autrement que sous le chapiteau. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a même des personnes qui des fois ne sont jamais venues chez Pinder, mais qui connaissent
Oui. Pinder. Oui, parce que il y avait des petits camions, il y avait des Tout à fait. petits clowns, Ouais. Pinder. C'est ça. Et ça, encore une fois, C'est complètement novateur à l'époque. Complètement. Personne ne le faisait. personne ne le fait. À l'époque, on collectionnait les porte-clés, et Voilà. même les porte-clés les plus cotés, c'était le porte-clés du cirque Pinder. Ouais, tout à fait. C'est assez étonnant. C'est étonnant. Et comment votre grand-père a eu l'idée de faire ça? Parce qu'il avait en fait son idée, lui, c'était de chercher tous les moyens pour que Pinder puisse être diffusé. Il fallait que ça sorte du cirque. Il fallait pas que ça reste simplement dans le cirque. Ça ne devait pas être qu'un spectacle. Ça devait être un univers, Pinder. Et donc, il a vraiment développé tous ces petits produits dérivés qu'il a ensuite développés quand lui a repris derrière. Voilà. En même temps, il n'y avait pas à l'époque de comité d'entreprise ou de groupes qui venaient dans les cirques. C'était différent, en effet. C'était différent. Il y avait des écoles déjà, un petit Oui. peu, mais c'était beaucoup de tout public à l'époque. Ouais. Alors, il se trouve qu'il y a des incendies qui éclatent à quelques jours d'intervalle en 73, dans le cirque Jean Richard. On arrête un garçon d'écurie, surpris en flagrant délit, et il y a une reconstitution à Bernay. Oui. Et on demande à Jean Richard de venir. Mhm. Et malheureusement, son chauffeur n'est pas disponible ce jour-là. C'est ça. Il vient. Il y a la reconstitution et au retour, un accident. C'est ça. Mais sa Mercedes finit dans un étang. Il y a des jeunes qui vont passer, des scouts, je crois, qui vont le sortir de l'eau alors qu'il s'apprêtait à étouffer. Et il va passer 3 semaines dans le coma. Exactement. Et cet accident, on n'a jamais su ce qui s'est passé, Alexandre Edelstein. Non, on n'a jamais su. Mon grand-père aurait été plus à même de vous raconter, puisqu'il était dans l'équipe à l'époque, mais je sais que ça a été catastrophique pour le cirque et puis pour Jean Richard. Du jour au lendemain, Jean Richard n'a plus existé. C'est ça. Et comment il s'en est sorti, là, votre grand-père? Il a pris les rênes à ce moment-là? Il a eu avec parce qu'il n'était pas tout seul. Jean Richard avait un certain nombre de collaborateurs derrière lui aussi, mais ensemble, oui, ils ont fait tenir le cirque, en tout cas pendant l'absence de Jean, qui était une catastrophe. C'est vrai que un cirque sans son directeur, c'est normal que ça affole. Voilà. Jean Richard s'est remis de l'accident, mais jamais complètement. Moi, je l'ai rencontré chez lui à Ermenonville. Plus personne parlait de lui. Il avait fait avec son ami Roger Pierre un petit livre de dessin dont j'avais parlé dans le journal. Et je crois que j'ai été le seul à en parler parce qu'alors qu'il avait été une star, plus personne ne s'intéressait à lui. Et résultat, le cirque a fait faillite en 83. Et c'est là où votre grand-père a sauvé les meubles, si j'ose dire. C'est ça. En fait, le cirque était sur... pourtant, voilà, ça a été une fin compliquée et en fait mon grand-père a même été obligé parce qu'il a été on a désigné quelqu'un pour la reprise de Pinder et celui qui a été désigné c'était mon grand-père. Oui. Mais il avait cette obligation au départ de relancer les deux cirques parce qu'il y avait le cirque Pinder et le cirque Jean Richard. Oui. Et donc il a été obligé au départ et il a sauvé plus de 150 emplois à l'époque pour relancer les deux cirques en même temps. Ce qui était lourd. C'était un travail de fou. Un travail titanesque. Et il y a une chose que j'ai découverte sur votre grand-père, c'est qu'il a été le producteur d'un groupe célèbre. Je vous déteste. Oui, je vous hais. Hector et les Mediators, qui C'est était le Chopin du twist, qui se C'est ça. présentait sur scène dans un cercueil et qui insultait tout le monde. Et c'était Jean-Yann qui écrivait ses chansons. C'est Et ça. c'est votre grand-père qui a produit cet artiste. Oui, c'est ça. À l'époque, c'est pour ça qu'il s'est rapproché aussi de l'arsenic. Il avait ces artistes-là et tout ce qui était yéyé, etc. C'était pendant cette époque-là. Et mon grand-père a développé des choses avec eux à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Mais Hector, qui est décédé récemment, était totalement fou. Un jour, Jean-Yann lui dit va te faire cuire un œuf, et il allait se faire cuire un œuf sous l'Arc de Triomphe. Et ça s'est très mal passé Oui, ensuite. c'est ça. Mais ensuite, il a fallu justement redévelopper ce cirque. Et c'est vrai que votre grand-père, Gilbert Edelstein, s'est complètement consacré à ça, et ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple. Pendant près de 40 ans, il a été à la tête de tout ça. Et il a continué finalement à développer cette histoire de partenariat, de notoriété. Il fallait que Pinder soit partout. Il était obsédé par la marque Pinder. Il savait que Pinder était une marque puissante et qu'il fallait donner à cette marque justement l'alimenter. Et pour l'alimenter, c'était tout un tas de sponsors, de partenariats, de produits dérivés qu'il fallait développer absolument pour que la marque Pinder revienne. Et puis, il a été aussi, quand le cirque était en crise, parce qu'il a racheté un cirque qui était en crise, le monde du cirque était en crise à l'époque, il a développé des techniques marketing et commerciales qui étaient complètement novatrices, révolutionnaires.
mon grand-père a été un petit peu le précurseur de la fameuse 3e place gratuite. Pour 2 places achetées, la 3e est offerte, ce qui permettait aux familles de venir souvent tous ensemble au cirque parce qu'il y avait cette place gratuite aussi derrière en quelque sorte en force, en proposition de commercial. Et donc ça a vraiment fait changer les choses il fallait rappeler le public en fait au cirque. Et c'est tous ces petits éléments, tout ce qui était aussi sur la publicité. Il organisait beaucoup de jeux, beaucoup de podiums avec le public pour faire gagner des places. Et c'était vraiment le but de faire revenir les gens au cirque et de leur faire constater que le spectacle de cirque, c'était toujours, ça avait toujours la cote. Oui, et il n'y a qu'un regret, c'est que la ville n'a pas permis de créer son rêve, c'était Penderland. Jean Richard avait créé la mer de sable à Ermenonville et il rêvait de créer une sorte de Disneyland avec le cirque Pinder. Exactement. Et je peux vous dire que mon grand-père, forcément en tant que grand patron de cirque, c'est aussi un grand-père. Donc souvent quand j'étais petit, j'avais peut-être 8-10 ans, il commençait à me parler de ce projet qui est devenu un peu mon rêve aussi. C'est toujours une idée que j'ai bien en tête. Ce projet de parc, il me l'a tellement bien vendu parce que mon grand-père était passionné et passionnant. Quand il parlait de son cirque, il était passionné et passionnant. Et le parc, c'était vraiment une idée de génie. Allier la force d'un parc d'attractions et le fait que ça soit sédentaire avec de gros numéros, des chapiteaux ambulants, un musée du cirque, parce que Pinder, c'est aussi 170 ans d'histoire aujourd'hui. Oui. Donc, tout ça relié, c'est une idée formidable, mais vous inquiétez pas, elle continue à germer dans mon esprit. Ça, c'est le futur, et maintenant, on va parler d'un futur récent, avec la date du 6 décembre 2025. A tout de suite sur Sud Radio avec Alexandre Edelstein. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Alexandre Edelstein, on parle du cirque Pinder, on a raconté l'histoire du cirque jusqu'à aujourd'hui, et puis le 6 décembre 2025, le retour à Paris avec la pelouse de Reuilly. La pelouse de Reuilly, je le précise, est née lors de l'exposition universelle de 1931, c'était l'exposition coloniale, et c'est devenu le lieu de manifestations célèbres comme la Foire du Trône et le cirque. Et c'est un lieu symbolique pour ce cirque que vous avez décidé de reprendre, et ça c'est un pari aussi, parce qu'au départ vous faites une école de commerce qui n'a rien à voir avec le cirque. C'est ça. Alors, en fait, pour vous dire, en réalité, on parlait du parc il y a quelques instants, oui. Et j'ai changé quand même beaucoup avec mon grand-père. Donc j'ai toujours eu Pinder, en fait j'ai été mordu, j'ai été piqué, c'est trop tard, une fois qu'on a ça dans le sang, c'est terminé, on est obligé de poursuivre là-dedans. Et mon grand-père m'a toujours dit, écoute, moi j'ai pas eu de la chance de faire les études, donc fais des études, parce que le cirque c'est quand même compliqué, ça devenait une période où c'était de plus en plus compliqué. Et donc il me dit, fais des études parce que je pense que le parc ça peut être l'avenir, et il faut vraiment que tu te développes en termes d'études, que tu aies des bagages suffisants pour m'aider, parce que c'était ça le deal entre lui et moi, c'était tu m'aideras à faire le parc. Et donc en fait je suis parti dans cette école de commerce, alors qu'à la base moi je suis un mordu du cirque également, donc je ne jurais que par le cirque, en tout cas que par Pinder. Et donc j'ai vraiment je me suis lancé dans cette aventure. D'ailleurs je pense que j'étais le premier de la famille à être diplômé, à avoir mon bac et après à faire des études supérieures. Et sorti de l'école, j'avais toujours cette idée en tête, quoi. Et vous êtes venu parce que finalement le cirque Pinder risquait de disparaître. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé en réalité, c'est que mon grand-père a continué les tournées et s'est présenté sur la pelouse de Reuilly jusqu'en février 2020. Après ça, il y a eu le Covid. Le Covid qui a été fulgurant pour certaines activités, notamment dans le monde du divertissement et du spectacle. Donc ça s'est arrêté. Lui avait un certain âge aussi. Il est tombé malade et malheureusement en plein milieu de mes études, il est décédé. Ce qui a chamboulé complètement ma famille, puisque c'était toujours la locomotive. Vous savez ce que c'est, les patriarches qui tiennent le navire. Donc il a fallu un temps de deuil, un temps de se reconstruire. Mais j'ai jamais lâché l'idée de faire repartir la marque Pinder. C'était une anomalie de ne plus avoir Pinder dans le paysage du spectacle vivant. Donc cette ambition me rappelait toujours de repartir avec quelque chose. Et puis il y a eu le problème que Pinder ne jouait plus. Oui, parce qu'il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Et donc il fallait absolument faire quelque chose et le plus vite possible. Alors, il se trouve que votre grand-mère, justement, vous a dit, je reprends, mais il faut que tu sois là. C'est ça, c'est un peu ça. Mon grand-père me disait tout le temps, bon alors, quand est-ce que tu finis tes études, que tu viennes nous aider à faire quelque chose. Et en fait, dès que les études ont touché à leur fin, ma grand-mère m'a dit, écoute, il faut que tu viennes.
Il faut absolument qu'on relance Pinder. Il y avait cette volonté de ma grand-mère et donc elle s'est dit il faut que je compte sur mon petit-fils et moi. Comment ça s'est passé? Vous êtes arrivé là-dedans, vous connaissiez pas les coulisses du cirque? Non, malheureusement, je connaissais pas les coulisses. J'y allais moi quand j'étais plus jeune. J'allais pendant mes vacances d'été sur le cirque pour m'amuser aussi, hein, parce que c'est un super univers quand vous êtes adolescent ou de profiter de cette vie itinérante qui est magique, de rencontrer plein de monde, de faire briller les yeux des spectateurs. Mais tout le côté gestion, je commençais à m'y intéresser, mais lorsqu'on a arrêté les tournées, je n'avais que 16 ans. Donc j'étais quand même encore un peu jeune, je commençais à m'intéresser à tout ça, mais j'étais pas suffisamment mûr pour vraiment me plonger dedans. Et en plus, Alexandre Edelstein, il a fallu reprendre tout à zéro, car le chapiteau était vieillissant, il n'y avait plus rien. Absolument, en tout cas le matériel n'était pas... il fallait repartir vite, et donc il a fallu cette longue préparation pour reprendre. Et là, notamment à Paris, pour le relancement à Paris du Cirque Pinder, on a acheté un chapiteau au Danemark. Un chapiteau de 6000 places. Ah non, pas de 6000 places, 2400 places. 2400, oui. Oui, 2400 places. Mais c'est déjà pas mal. Mais c'est déjà pas mal. Et ce chapiteau donc, a été installé sur la pelouse de Ruyer, ça a été le point de départ. Et les vacances de Noël ont prouvé que le cirque intéressait encore les jeunes. Tout à fait. Alors, il a fallu constituer une équipe aussi. C'est ça. En urgence. D'ailleurs, vous connaissez Victor qui est le responsable presse et tout à fait. Donc toute l'équipe retrouver des gens qui connaissaient. Je me suis appuyé aussi sur des hommes de l'ombre qui connaissaient Pinder, qui a eu travaillé avec mon grand-père. Je me suis appuyé sur des gens d'expérience, notamment Christophe Herry qui s'occupe de la tournée, pour nous aider avec ma grand-mère à relancer le cirque. Dans la tradition, puisque le chapiteau rouge et or, c'est une tradition de Pinder. C'est ça, tout à fait. C'était comme ça qu'on le reconnaît. C'est né dès le départ, ce chapiteau. C'est complètement collé au nom Pinder. Alors, il se trouve que les temps ont changé, la technologie a changé aussi. Tout à fait. Là, il a fallu s'adapter. Comment ça s'est passé, Alexandre Edelstein? Écoutez, nous, on a toujours, chez Pinder, su se réinventer. Donc, mes grands-parents faisaient déjà des spectacles qui étaient au goût du jour, avec de belles mises en scène, etc. Et là, cette année, nous, on a fait le choix de l'innovation, avec des numéros qu'on n'a pas l'habitude de voir sous chapiteau, notamment un numéro de drone, un numéro de bulle, et puis 2 grosses attractions qu'on n'a jamais vues ensemble à Paris. C'est souvent le clou de spectacle à la fin des spectacles de cirque. Là, on a l'homme canon qui est dans notre spectacle, mais aussi le globe des motos, où des cascadeurs rentrent dans une cage de 4 mètres de diamètre pour effectuer des figures à plus de 80 km/h. Oui, alors il y a eu un numéro un peu ressemblant aux Montagnes Russes qui était en 1888, une salle créée par Joseph Foller encore, et qui est devenue l'Olympia, puisque ça a été transformé en Olympia. Et là, il y avait une piste où les motos roulaient à une allure de folie. Tout à fait. Exactement. Là, aujourd'hui, on est dans un globe. À l'époque, ça peut toujours exister d'ailleurs, ce style de discipline. C'est plus rare, mais ça existe encore. Alors, ces attractions, il faut les trouver, Alexandre Edelstein. Et là, pour ça, notre globe des motos a été finaliste d'Incroyable Talent en Italie. Oui. Donc, c'est des numéros qui sont aussi cotés. Et puis après, on n'hésite pas à aller chercher aussi dans les festivals de cirque, justement, comme Monte Carlo ou d'autres festivals qui priment des artistes et du coup qui permettent à ces artistes aussi d'être mis en lumière. Et nous, derrière, on les contacte et on va les chercher. C'est des fois plus difficile d'aller chercher ce numéro-là parce que forcément, on n'est pas les seuls à demander. C'est pas un secteur qui est national. Le cirque, c'est international. Donc, les artistes sont appelés dans le monde entier. Alors, construire un spectacle de 2 heures, ça veut dire des numéros, mais très précis et surtout très variés. Oui, tout à fait. Comment on fait ? Comment on fait ? On prend déjà les ingrédients du cirque traditionnel que les gens s'attendent à voir. C'est-à-dire les clowns, les jongleurs, les acrobates, les trapézistes. Très important, les trapézistes sous un chapiteau. Toutes ces disciplines-là équilibristes que les gens ont l'habitude de voir, et on vient rajouter cette touche d'innovation, comme on le dit, avec des disciplines qu'on n'a pas l'habitude de voir. Tout ça mélangé permet pendant 2 heures d'émerveiller les gens et de sans cesse les captiver et les étonner et les faire passer par toutes les émotions. Mais il y a quand même des numéros traditionnels revus et corrigés. Il y a un ventriloque, je crois que c'est Kenneth Weska. Il y avait Kenneth Weska, ouais, tout à fait. Qui est aussi un ventriloque très particulier. C'est ça, tout à fait, avec son singe qui a su faire rêver les enfants et les adultes, puisque c'est un spectacle qui plaît à la fois aux petits et aux grands.
Alors, il se trouve que l'ancêtre des ventriloques dans un cirque, c'est Jacques Courtois, avec Homer, qu'on voyait dans les émissions de télévision. Et je ne sais pas si vous le savez, mais il a 99 ans. Il vit en Thaïlande, il dirige un cabaret à Pattaya. C'est quand même extraordinaire. C'est génial. C'est extraordinaire. Et il y a aussi les clowns, car les clowns sont aussi très particuliers, car ils piègent le public. Absolument, c'est ça. Comment vous avez trouvé ces clowns? Ah bah alors ces clowns c'est de plus en plus compliqué à vrai dire de trouver des vrais bons numéros de clowns. Et ces clowns-là venaient d'Italie. Et là, pour Paris, on a fait aussi quelque chose d'assez différent. On a pris un clown anglais en supplément et un clown polonais, qui sont des clowns aussi qui ont leur univers et deux styles qui viennent se greffer parfaitement au spectacle et qui plaisent à la fois aux petits et aux grands. En même temps, il faut les trouver, ces numéros, il faut des réseaux. Il faut des réseaux. Alors avec la chance de Pinder aussi, c'est qu'on a cette notoriété chez les artistes. C'est super de venir travailler chez Pinder, mais il faut s'assurer aussi de la disponibilité des artistes, on n'est pas les seuls à les demander. Et puis après, c'est un véritable travail de recherche, un travail de contact aussi à faire, puisque les artistes des fois sont plus facilement ou difficilement joignables. Et après, il faut les convaincre de venir. Et l'avantage que nous avons, nous, c'est qu'on leur propose des contrats à rallonge, puisqu'on a une tournée derrière. Oui. Alors, il se trouve aussi un paradoxe, c'est que votre père était dompteur, oui. et que votre cirque est maintenant sans animaux. Alexandre Helsheim. Voilà, c'est un choix artistique qu'on a fait cette année. On va dire qu'avec si vous voulez, la pluralité et la différence de tous les numéros que nous avions, le spectacle est d'une telle qualité que cette année, on a pris la décision de pas avoir d'animaux. C'est un choix artistique que nous avons fait. Et ce qui est dingue, c'est que les gens, au début du spectacle, peut-être en parlent entre eux, est-ce qu'on va avoir des animaux ou pas? Mais à la fin du spectacle, finalement, ils sont tous émerveillés, ils ont tous le sourire. Et c'est un panel de générations qu'on peut voir. Enfants, petits-enfants, parents, grands-parents, qui ont tous le sourire et qui ont apprécié en globalité le spectacle, puisque ça touche à toutes les émotions. Oui, mais il y a un débat sur les animaux. Faut-il en avoir ou non au cirque aujourd'hui? C'est ça, c'est vrai. Et là, cette année, nous, c'est un choix artistique qu'on a fait qui n'est pas du tout dans le débat. C'est ça. Ben, là, aujourd'hui, nous, on a pris cette décision-là. Après, ça a fait partie de l'ADN Pinder pendant longtemps. Pour le moment, on a pris cette décision de faire sans. Alors, il se trouve que moi, je vois des petits cirques sur le bord des plages l'été, des petits cirques avec des familles, vraiment, le petit-fils est à la caisse ou à l'entrée, oui. Et à l'entracte, on vous propose une loterie pour nourrir les animaux l'hiver. Et ça, c'est un problème aussi. Ces petits cirques sont en voie de disparition. Je vais vous dire, le pire ennemi du cirque, pour le dire très clairement, c'est les mauvais cirques. Et en France, on en a eu beaucoup. Nous, le but, c'est vraiment de moderniser l'image de ce cirque qui peut, comment dirais-je, faire interroger les spectateurs. Et nous, notre but, en tout cas, quand les gens viennent chez Pinder, c'est de leur faire montrer que le cirque, voilà, c'est autre chose. C'est un spectacle complet qui, pendant 2 heures, vous transporte et vous fait passer par toutes les émotions. Et la modernité veut dire aussi la technologie qui a évolué pour les lumières et pour tout ce qui peut se passer autour. Tout à fait. Il y a une véritable mise en scène, il y a un effort de mise en scène qui a été fait. Comme on redémarre, on a encore beaucoup de choses. On va encore ajouter des choses, encore ajouter des nouvelles technologies. Mais cette année, on joue aussi sur le son et la lumière qui est très important pour sublimer les artistes. Parce que le but est toujours de sublimer les artistes. En même temps, le son et la lumière ont évolué parce qu'aujourd'hui, il y a des technologies qui permettent des choses extraordinaires. Absolument. Et on s'appuie dessus aussi pour faire passer, pour que l'expérience Pinder soit une véritable expérience à part entière. Ça veut dire aussi un gros travail de votre part d'apprentissage en dehors des études de commerce? C'est ça. Là, on découvre l'envers du décor. Le cirque, c'est une grosse entreprise où on retrouve tous les corps de métier. Parce qu'il y a le spectacle, ce que les gens voient. Mais il y a toute la logistique en amont. Le montage du chapiteau, les autorisations à avoir, tous les hommes de l'ombre qui travaillent derrière et qui permettent l'accessibilité du public, la sécurité. Ces gens-là, ils sont greffés sur le cirque. Et puis on a les artistes qui sont un peu comme des mercenaires, qui bougent de saison en saison. Mais derrière, les hommes de l'ombre aussi ont besoin de cette vie. C'est un petit village ambulant où on retrouve cuisinières, couturières,
tout. Avec un nombre de camions que vous avez réussi, je crois, à diminuer par 2, Alexandre C'est ça, Edelstein. absolument. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme on a moins, on enlève tous les transports qui étaient nécessaires pour les animaux. Déjà, ça vous enlève une partie des camions. Et aujourd'hui, on mise aussi sur l'écologie. Donc, on essaie de limiter aussi nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc, par là, on entend aussi de réduire le nombre de convois pour être plus à même. ça commence, je crois, le 13 février à Rennes. C'est ça. Et ça va se poursuivre tout au long de l'année. Exactement. Une grande tournée nationale. On va trouver sur Internet les dates sans problème. C'est ça, exactement, sur www.cirquepinder.com. Voilà. En tout cas, vous êtes passionné et je crois que vous ne regrettez pas d'avoir choisi cet univers. Oh non, je ne regrette pas. Au contraire, je suis très heureux et très fier de pouvoir faire poursuivre le Cirque Pinder. Oui, et le Cirque Pinder avec des jeunes, car les enfants des enfants sont là. C'est ça. Et au fond de vous-même, vous êtes encore un enfant émerveillé. Toujours un enfant émerveillé quand on fait du cirque. Et puis, comme le disait mon grand-père, tant qu'il y aura des enfants, il y aura du cirque. Eh bien, tant qu'il y aura du cirque, on sera heureux. C'est super. Merci Alexandre Edelstein. De rendez-vous donc le 13 février à Rennes et dans toute la France avec le Cirque Pinder. C'est ça. Et bonne chance et tous mes vœux de succès et tous ceux les vœux de succès de Sud Radio pour cette nouvelle aventure. Merci beaucoup. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.